Je vois pas où il y a d'ambiguïté, c'est pas du tout ambigu, la France est pitoyable, la position française lamentable, il n'y a pas d'ambiguïté. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un thème brûlant, la position ambiguë de la France dans le conflit à Gaza. Pour en parler avec nous dans le studio, Alexandra Léniel-Lavestine, vous êtes Alexandra philosophe, vous êtes aussi comment dirais-je, éditorialiste, journaliste, ex-grand reporter dans des grands quotidiens français comme Le Monde. Vous êtes historienne de la Shoah et aussi et la mémoire de la Shoah, mais aussi spécialiste de l'Europe de l'Est, essayiste. Vous avez publié ces dernières années trois livres fondamentaux: La pensée égarée, avec comme sous-titre Islamisme, populisme, antisémitisme, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe, mais aussi Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir? Et enfin une recherche historique passionnante, journal de Ponary entre 1941 et 1943, que vous avez traduit du polonais. Et en fait, ces ouvrages en fait illustrent votre parcours extrêmement riche. Vous avez justement, et c'est pourquoi on a la chance de vous avoir dans le studio, vous avez publié ces derniers temps, deux textes, même trois textes, mais enfin deux textes concernant la situation en France, une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, juste au moment de son voyage en Israël à la mi-octobre, et puis pas plus tard que ce week-end, le week-end dernier, un discours, une sorte de parodie, le discours du petit soldat Shrek, qui en fait est en fait un texte du discours que Macron n'a pas prononcé le jour du 11 novembre, qui était aussi le jour où, on en parlera tout à l'heure, il s'est particulièrement illustré sur les ondes de la BBC. Alors, dans cette lettre... des textes publiés dans le journal Tribune Juive, précise. Journal Internet essentiellement. Pour lequel j'assure une correspondance depuis le début de la guerre. Oui, que j'ai oublié de mentionner. Alors, vous avez écrit donc le 24 octobre, le jour où Macron arrivait en Israël, dans cette lettre ouverte, que d'une certaine manière, vous avez mis en lumière les ambiguïtés de la position française, qui sont justement illustrées lors de ce voyage, et ensuite d'ailleurs dans les jours qui ont suivi, et vous avez mis en lumière le double, voire le triple langage prononcé et articulé par la France dans ce conflit israélo-palestinien, et aussi vous avez mis en exergue les ambiguïtés de la politique traditionnelle pro-arabe de la France. Alors pourquoi tout d'un coup, non pas pourquoi ces deux textes, mais ces deux textes sont intervenus à un moment bien particulier de l'histoire, au présent, j'allais dire. Oui, enfin, ils interviennent en pleine guerre en Israël. Alors, ils interviennent surtout dans une séquence de l'histoire française où, depuis 20 ans, le pays et surtout ses élites se distinguent, hormis la miraculeuse poignée habituelle d'intellectuels lucides et de guerriers du verbe, par l'art de se crever les yeux, de s'aveugler, et par l'art du déni face à la montée de l'islamisme. Bon, vous parlez des ambiguïtés que j'ai mis en exergue, les ambiguïtés de la politique française. Je vois pas où il y a d'ambiguïté, c'est pas du tout ambigu, la France est pitoyable, la position française lamentable, il n'y a pas d'ambiguïté. On a eu, en gros, si vous voulez, 3 séquences, je dirais, depuis le 7 octobre. Première séquence, les massacres, on a eu 5 minutes d'émotion, d'émotion et de compassion. Très très vite, on a commencé à avoir les premiers discours négationnistes, pas sur d'obscures télévisions, mais par exemple sur CNews, au micro de Frédéric Tadei, une dame qui est professeure, n'est-ce pas, à l'INALCO, et qui a commencé à nous expliquer qu'on n'avait aucune preuve des massacres. Laquelle dame, Laetitia Bucaille, pour ne pas la citer, professeure en sociologie, fut tout à fait cessante, invitée au micro de France Culture, bien entendu, le lendemain. Donc c'est vous dire tout de même où on en est. Je ne parle pas d'obscurs médias, je parle de CNews, qui est quand même une des rares chaînes de télévision qu'on peut encore supporter de regarder en ce moment en France, et de France Culture, c'est-à-dire la radio des
des élites. Bon, donc ça, c'était la première séquence. Et puis ensuite, on a eu la roquette bénie, n'est-ce pas? La roquette sur l'hôpital. Alors ça, c'était trop bien parce qu'elle était forcément lancée par les méchants, c'est-à-dire les Israéliens. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est empressé de tweeter que cette requête venait d'Israël. Pierre Moscovici, monsieur le président de la Cour des comptes, s'est précipité sur le plateau de I24 News pour expliquer qu'il fallait convoquer une commission d'enquête indépendante sur cette requête, quand les preuves étaient déjà données qu'il s'agissait d'une requête du Hamas qui, comme d'habitude... du djihad islamique, en du l'occurrence. djihad islamique, vous avez tout à fait raison, qui, comme d'habitude, était retombé sur la bande de Gaza. Mais enfin, c'était déjà très bien cette requête. Et puis alors après, Troisième séquence. Non, c'est toujours la même, enfin oui, ou la troisième, le début de l'offensive terrestre. C'est-à-dire que voilà que les Juifs, les Israéliens, ripostent aux agresseurs. Alors ça, c'est tout à fait insupportable, puisque les Juifs ne sont pas censés, comme chacun sait, se défendre. Et donc là, depuis, on nage dans le bonheur, puisque voilà que les Juifs redeviennent des nazis. Voilà qu'on peut à nouveau pratiquer l'inversion. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est très très clair à Paris. Les Juifs massacrent les pauvres civils de Gaza, génocide, l'État d'Israël est un État génocidaire, etc., etc. Il n'est évidemment pas question d'évoquer dans aucun quotidien parisien, surtout pas dans le monde, n'est-ce pas, qu'il y a une politique systématique d'usage des boucliers humains à Gaza par le Hamas, que nos soldats sont obligés de s'interposer entre les civils qu'ils évacuent. On a vu beaucoup d'images de civils avec les drapeaux blancs qui se font tirer dessus par les snipers du Hamas, et donc les soldats de Tsahal doivent riposter aux snipers du Hamas. Et puis je passe sur les sous-sols, les caches d'armes, dans les écoles, sous les hôpitaux de façon systématique, etc. On n'admet même pas dans les quotidiens parisiens qu'il y a 5 étages de sous-sol sous l'hôpital Shifa où le Hamas a son quartier général, ses lance-roquettes, etc., etc. C'est à pleurer. Cette situation signe vraiment un abaissement de l'esprit public en France, comme rarement, si vous voulez, il s'est révélé. Et c'est pour ça que je dis aussi que nous sommes, d'une certaine façon, en juin 40. C'est ce que j'allais vous demander. Vous écrivez que on se trouve aujourd'hui, la France, le monde et la France se trouvent comme en juin 40. Oui, alors d'un côté, on a un pays qui globalement, enfin en tout cas ses élites, parce que je crois qu'il faut faire une distinction entre les élites, c'est-à-dire les médias, à quelques exceptions près, encore une fois, je généralise pas, je ne généralise pas, il y a des plumes, il y a des chroniqueurs extrêmement courageux, et des plateaux aussi. Mais enfin, c'est pas eux qui donnent le ton. Donc, les élites politiques sont lamentables, les médias sont lamentables, en gros. L'élite intellectuelle aussi, hormis quelques guerriers du verbe, comme Georges Bensoussan, comme Abnous Chilmani, admirable jeune femme, qui est chroniqueuse sur LCI, et qui est d'origine iranienne, oui, comme par hasard. Bon, j'exclus aussi du lot les Corses, les merveilleux Corses, qui ont fait une pétition, plus d'une centaine de personnalités corses, parfaitement conscients du fait que les Juifs en France crèvent de trouille et rasent les murs, et les Corses ont une grande tradition en la matière de protection des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc figurez-vous que maintenant, il y a énormément de Juifs d'Europe qui envisagent de s'installer en Corse. C'est beau la France, n'est-ce pas? Les Corses donnent l'exemple. Bon, et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de braves gens en France qui jusqu'à présent ne s'exprimaient pas. On n'avait que les abominables de la place de la République, Allah Akbar, mort aux Juifs, etc., etc. Mais ces gens sont tout de même descendus dans la rue dimanche à l'appel, non pas d'organisation juive, oui, voilà, mais de la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sont descendus dans la rue. Ça, c'est quand même un motif d'espoir. Alors par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y avait là pas de jeunes, nous n'avions pas de France diverse, si j'ose dire. C'était des 50 ans et plus pour la plupart. On a vu des drapeaux corses, on a vu aussi des démocrates iraniens qui étaient présents. Donc ces gens se sont exprimés. Donc je veux faire attention, je ne mets pas évidemment tous les Français dans le même sac. Il y en a un certain nombre qui, comme en juin 40
précisément, sauve l'honneur. Au sein de l'élite, une miraculeuse petite poignée, c'était pareil en juin 40, et parmi les Français globalement couchés, quand même, quelques centaines de milliers d'entre eux qui se sont levés. Et d'ailleurs, il semblerait, d'après un sondage que je lisais l'autre jour, que 80% des Français sont bien conscients de deux choses. D'abord, qu'il se pourrait fort que le kibboutz Be'eri, n'est-ce pas, que les massacres du kibboutz Be'eri et de tous les autres kibboutz surviennent demain dans leur foyer. D'une certaine façon, on se prend presque à espérer que des tueries aient lieu, avenue de Suffren à Paris, sous le nez de l'école militaire, place Saint-Augustin à Paris, à côté de la place Beauvau, parce que figurez-vous qu'en France, il n'est toujours pas question, et ça fait partie aussi du tableau, il n'est toujours pas question, pour mieux protéger les populations, par exemple, d'armer les policiers. Le sketch est le suivant: les policiers qui savent se servir d'une arme, qui savent se positionner et qui pourraient assurer un quadrillage beaucoup plus serré du territoire en matière de protection des populations n'ont pas le droit de porter leur arme, sinon sur le trajet qui sépare leur domicile de leur commissariat ou de leur lieu de travail. Pourquoi n'autorise-t-on pas les policiers français à porter leur arme, et les autoriser et même les obliger quand ils sont en congé, c'est-à-dire quand ils sont au cinéma, dans une pizzeria ou en train de promener leurs gamins, par exemple, au jardin d'acclimatation. Ce serait la moindre des choses. Ça ne demande aucun moyen. Ça demande un peu de courage, un brin de jugeote et une circulaire, c'est tout. Et il en va de même pour les militaires. Et à l'état-major, on en est très loin. Au ministère de la Défense, je vous en parle même pas. Ce n'est pas notre culture. C'est cela, mais ça me fait penser au fait hallucinant qu'à l'époque de la mise en place du plan Vigipirate extrêmement renforcé après les attentats du Bataclan et de Charlie du Bataclan et surtout de l'Hypercacher. J'avais fait une tournée de conférences en Europe et je m'étais rendu dans des lieux communautaires. Les détachements assez légers de soldats qui campaient dans les centres communautaires, les synagogues autour de Paris, chasseurs alpins ou gendarmes, etc., avaient des armes automatiques, mais pas toujours des cartouches dans les armes. Et puis d'ailleurs, ils n'étaient pas prêts à tirer, ils n'avaient pas le droit de tirer. C'est ça. Et ils n'avaient pas le droit non plus de fouiller les sacs, si bien que n'importe quel frère Kouachi pouvait rentrer dans n'importe quelle église ou synagogue. Complètement surréaliste. J'avais fait beaucoup d'articles à ce moment-là. Mais ce qui est encore plus surréaliste à propos d'ambiguïté, voilà, encore une fois, on n'est pas dans l'ambiguïté, vous voyez, on est dans l'hypocrisie, plus précisément. On fait semblant de lever la garde. Alors, aujourd'hui aussi, on a le plan Sentinelle, c'est-à-dire qu'on a immobilisé 10 000 de nos gars, de nos soldats, sur le territoire national, qui patrouillent pour rassurer les gens. Bon. Sauf que, au lieu on fait semblant donc de lever la garde, et en réalité, on la baisse. Parce que ces 10 000 garçons, ils ne sont pas à l'entraînement. Or, donc, ils ne sont pas aptes à faire face à des coups violents préparés d'avance. Absolument pas. La menace monte à l'échelle de la planète. L'armée française est tout juste capable d'aligner 15 000 ou 20 000 combattants au mieux. Elle a des moyens misérables et ça fait très longtemps que ça dure. On a beau hurler sur tous les tons, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on immobilise 10 000 soldats. Voilà. Et on dit aux gens, voyez comme on est bien, on vous protège, etc. C'est de la poudre aux yeux à tous les niveaux et c'est insupportable. Alors c'est un euphémisme de dire, parce que c'était un peu le filigrane qui était à la base de vos réactions très vives et très lucides, c'est un euphémisme de dire que le conflit est importé. Il est déjà importé depuis très longtemps, le conflit du Moyen-Orient. Mais il n'est pas du tout importé, ça c'est l'erreur d'analyse absolue à ne pas commettre. On prend prétexte du conflit, du conflit d'ailleurs le mot ne s'applique pas à ce qui se passe en ce moment, c'est de la guerre, de ce qui se passe en Israël pour pouvoir déchaîner un antisémitisme sous-jacent. C'est un prétexte. Sinon vous allez m'expliquer d'où vient cette obsession, cette espèce de fixation complètement obsessionnelle sur Israël. Comment se fait-il qu'on peut tuer des musulmans et massacrer 1000 fois plus partout dans le monde, n'est-ce pas, ou qu'il y ait beaucoup plus de morts, bref, sans que personne ne réagisse. Les massacres ne sont intéressants que quand les juifs sont dans le coup. Voilà comment il faut formuler les choses pour parler clairement.
Alors, vous êtes aux premières loges, si je puis dire, puisque vous m'avez précisé que vous habitez vous-même dans une banlieue chaude et que vous avez l'habitude de faire face et même de rencontrer les gars des banlieues, la racaille, vous l'appelez. Et alors, j'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez que dans cette situation explosive, qui d'ailleurs prévaut non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays d'Occident, aux États-Unis, la formule est différente, mais en tout cas, c'est dans le monde occidental. Est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, la France des banlieues pourrait à nouveau s'enflammer à grande échelle, cette fois comme elle l'a fait il y a 1 an et demi, avec vraiment des scènes d'émeutes totales? Est-ce qu'on va vers ça? Bon, d'abord, dans les quartiers, il n'y a pas que de la racaille. Il y a aussi des jeunes gens issus de la diversité qui sont très bien et qui se tiennent debout. Et d'ailleurs, je rappelle que au sein de l'armée française, de très nombreux soldats du rang viennent des quartiers. Donc, on n'est pas obligé de faire dealer, on peut aussi faire soldat. Et beaucoup se tiennent droit. Néanmoins, la population que vous dites existe et évidemment la grande crainte et la grande fébrilité aujourd'hui de la classe politique française qui ne le dit pas, c'est que un certain nombre de charmants jeunes gens sortent les scooters, sortent l'arsenal qui s'accumule dans leur cave sans aucune difficulté puisque ça fait 20 ans qu'on achète la paix sociale et qu'on les laisse faire, c'est une politique, on a choisi de mener cette politique. Et puis comment on fait dans les banlieues? Eh bien il y en a un qui conduit, il y a l'autre derrière qui prend la calache et... Comme on a vu sortant de Gaza. Absolument. Et pourquoi pas aller faire un carton dans les quartiers où on sait qu'habitent des juifs, par exemple à Paris dans le 17e ou dans le 19e. Et puis pour s'amuser un peu, on se coordonne avec les copains de Marseille, de Montpellier, de Nancy et d'ailleurs, et on va faire un carton à droite, à gauche. National, j'allais dire. Un carton national, voilà. Donc, cette perspective, je n'ai pas de boule de cristal, j'espère que ça ne se produira pas, bien sûr, mais enfin, cette crainte, cette éventualité existe. Alors, que fait par exemple Monsieur le Président de la République? On avait cette magnifique manifestation dimanche contre l'antisémitisme et pour la République, eh bien, il a choisi de ne surtout pas venir. Il a dit, je serai parmi vous par la pensée. Voilà, par la pensée et par le cœur. Et ensuite, il a précisé qu'il allait quand même pas aller manifester toutes les 5 minutes, etc. Ce qui donne la mesure, Monsieur le Président a compris que quand l'antisémitisme explosait, eh bien, c'était le symptôme, parce que ça concerne les non-juifs, ça concerne même pas les juifs, ça concerne les non-juifs, c'est le symptôme que l'ensemble du corps social est très profondément malade. Mais Monsieur le Président de la République ne le comprend pas. Et puis, ce qu'il comprend... Ou fémine de ne pas le comprendre, lâchement. Par contre, ce que lui comprend, c'est qu'il a une rue arabe, et que devant sa rue arabe, il se couche. Alors, il y a la rue arabe, disons, des banlieues, pour aller vite, et puis il y a aussi la rue arabe en col blanc, voyez-vous, il y a la rue arabe du Quai d'Orsay. Je ne sais pas si vous avez entendu Dominique de Villepin la semaine dernière, il était abject, monsieur l'avocat des Qataris, parce que c'est ça la réalité. Donc, la rue arabe du Quai d'Orsay, et puis un gros problème, la France abrite tout de même, je le rappelle, la plus importante communauté juive d'Europe, mais aussi la plus importante communauté musulmane. Donc, on a la trouille. C'est très explosif tout ça. C'est explosif. Voilà. Donc, il a préféré ne pas venir. Il va de soi que s'il avait eu un tout petit peu de dignité, Monsieur le Président de la République, je n'ai rien contre Macron spécialement, je m'en fiche, ça aurait été Dupont ou un autre, peu importe sa couleur politique, il se trouve que c'est lui qui est le Président de la République aujourd'hui. Il aurait dû, évidemment, honneur oblige, prendre la tête des cortèges. Qu'a fait la France 15 jours avant cette manifestation? On s'est obsédé, querellé pour savoir s'il fallait ou pas manifester à côté du Rassemblement national, comme si, aujourd'hui en France, le seul parti antisémite qui existe dans ce pays, ce n'était pas la France insoumise. C'est quand même hallucinant. C'est une occultation... Hallucinant. Alors, justement, est-ce que vous citiez non pas justement les ambiguïtés, mais la politique à double et triple langage de la France au plan international. Lors de sa visite, vous avez connoté, vous avez relevé dans l'un de vos textes la lettre ouverte à Monsieur Macron, qui a été d'ailleurs traduite dans plusieurs langues, qui a eu un grand impact en Europe. Vous écrivez que justement la politique arabe de la France a marqué de son sceau ce voyage, puisque Macron, après une courte entrevue et visite en Israël, il a en fait été rassuré et il est parti en Jordanie, il est parti à Ramallah, il est parti en Égypte, il a appliqué la carte de route du Quai d'Orsay. Oui,
Oui, bien sûr. Et alors donc... Oui, et puis ensuite il rentre à Paris, alors il y a l'offensive terrestre, et qu'est-ce qu'il fait? Alors il se gratte la tête, et il a l'idée d'une conférence humanitaire complètement lunaire. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde, il y avait heureusement que des seconds couteaux. Hein, il y avait la Croix-Rouge, on se souvient de qui est venue cette fois-ci. La Croix-Rouge est venue à sa conférence humanitaire. On se souvient du comportement de la Croix-Rouge qui visitait les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui persiste aujourd'hui en refusant de s'occuper des 240 otages à Gaza. Donc la Croix-Rouge est particulièrement brillante. Il y avait des représentants de l'UNRWA. Les représentants de l'UNRWA qui sont, n'est-ce pas, très tolérants. J'espère que M. Macron les a félicités, étant donné qu'ils gardent le silence depuis des années et des années sur le fait que le Hamas planque dans les écoles dans leurs écoles et leurs hôpitaux tout un arsenal de guerre. Bon, alors il y avait ça à cette conférence humanitaire. Et M. Macron a dit quoi? Il dit quoi? D'un côté, voilà, c'est même pas l'ambiguïté, c'est l'hypocrisie absolue. D'une main, M. Macron dit Israël a naturellement le droit de se défendre, n'est-ce pas? Et de l'autre, cessez-le-feu immédiat. Ah oui, et comment on fait pour mener une incursion terrestre dans une situation de guérilla urbaine? C'est terrible, le terrain sur le plan tactique est extraordinairement difficile, sans bombarder. Hein. C'est bien dommage qu'Israël n'expose pas la vie de ses soldats, c'est-à-dire de ses fils et de ses filles. Ça serait tellement bien. Et puis c'est d'ailleurs tellement emmerdant que nous soyons en train de nous débrouiller si bien à Gaza avec les extraordinaires guerriers que nous avons. Si vous voyez les généraux de plateau qui se décomposent depuis quelque temps, ils nous avaient prédit le pire, mais comment? L'effondrement de Tsahal à Gaza. Pas, voilà. Les soldats de Tsahal vont s'engager dans un bourbier, c'est terrible. Bon, et puis là c'est très emmerdant parce qu'il se pourrait bien que nous soyons en train d'avancer même beaucoup plus vite que prévu. Et c'est emmerdant pour une deuxième raison. C'est que ça fait quand même 15 ans que on ne cesse de fournir de l'aide aux Palestiniens de Gaza, c'est-à-dire pas du tout aux civils palestiniens, mais à une dictature épouvantable qui est celle du Hamas et qui, comme toute dictature, n'a évidemment que faire du bien-être de sa population. On le voit aujourd'hui, on estime à $1 milliard le coût de cette cité souterraine que constituent les tunnels, voilà, les tunnels de Gaza. $1 milliard ou d'euros sortis de la poche du contribuable tout de même. Bon, et donc là aussi, on sent la trouille effleurée, c'est-à-dire pourvu qu'Israël perdre la guerre, parce que sinon, il va falloir peut-être rendre des comptes. Et on n'est pas fiers. Donc, tout ça est vraiment très crasseux. Voilà, bah écoutez, on aurait plaisir à vous écouter. On aura d'ailleurs, prendra l'initiative de vous faire revenir au micro du studio Qualita, puisque vous séjournez quelques semaines ici. Alors là, juste, Israël. Je voudrais faire une précision. Je resterai en Israël jusqu'à temps que la guerre soit gagnée, et je voudrais dire que je suis aujourd'hui apatride. Je n'ai pas encore entamé ma procédure d'Alia, mais en France, je ne peux pas rentrer. Ma maison a été entourée de Magen David le 29 octobre. Elle a été taguée, oui. J'habite en banlieue. Je n'ai aucune protection policière. Et par conséquent, je ne peux pas rentrer chez moi, donc, même pour un aller-retour. Donc, vous serez à plusieurs reprises l'hôte de nos studios. Merci. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Ça vous explique aussi un peu le ton que j'ai aujourd'hui et aussi la colère. Bien entendu. Parce que c'est très difficile de rester tout à fait posé dans une situation aussi scandaleuse que personne ne nomme. En tout cas, merci pour votre franchise et votre franc-parler, dont on a beaucoup besoin, surtout quand on parle de la France. Et je remercie aussi les auditeurs pour leur attention et on leur donne rendez-vous à notre prochain magazine dans les prochaines semaines. Merci Alexandra, à bientôt.